On est avec Benoît Saint-Denis, fraîchement sorti de la cage après sa performance contre Dan Hooker pour se rapprocher du top 5 des moins 70 kilos tout simplement. Benoît à chaud, il est comment le sentiment? Je suis content, on a été capable de gagner ce combat en amenant le combat là où on avait envie. Ça a été difficile de trouver la distance au début, c'est le gars avec le plus d'allonge de la catégorie de poids avec un 93. Il a très bien joué de ça, il a beaucoup d'expérience. Au début, j'ai eu un tout petit peu de mal à trouver la distance, bravo à lui pour ça. Et après j'ai amené la guerre, j'ai amené un rythme très soutenu. J'ai forcé des scrambles, j'ai forcé des échanges, j'ai été généreux pour pouvoir lui monter le cardio et l'amener là où j'ai envie, c'est-à-dire la guerre, c'est-à-dire beaucoup de chaos. Et ça amène une perte de lucidité chez l'adversaire. Et pouvoir le manger, voilà, ça a été moi le crocodile dans l'octogone alors que je suis en Australie. Voilà, le crocodile a mangé le kangourou. Tu as mentionné la guerre, c'est quelque chose qu'on a vu arriver, ça nous a donné des souvenirs quelque part, un peu de l'ancien BSD, j'ai envie de dire, notamment dans la fin du premier round où on est tombé dans une guerre totale. Tu avais promis un bain de sang et finalement tu l'as délivré. Il était comment toi ton ressenti dans le fight? Et notamment une question que j'ai envie de te poser, c'est que on ne voit pas trop ce qui se passe, mais environ à 2 minutes dans le premier round, on a l'impression que tu es touché. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux nous raconter? Non, au niveau des coups à la tête, j'ai jamais été touché, mais par contre il était très précis avec ses front kicks, avec sa gestion de la distance, c'est-à-dire il me faisait hésiter à rentrer dans les jambes sur les front kicks. Du coup, je les prenais de plein fouet et c'était dur de trouver le timing pour saisir, alors que je l'ai très bien fait pendant le camp. Mais vraiment la manière dont il le mettait, la précision qu'il a mis faisait que c'était pas toujours facile de trouver le timing dessus. Du coup, j'ai changé un peu la stratégie, j'ai cassé la distance différemment. J'ai pas pu capitaliser sur les saisies de jambes parce qu'il a été très bon là-dessus. D'ailleurs, je crois que Tsarukyan l'avait fait aussi quelques fois, mais qu'il en avait aussi loupé quelques-unes parce qu'en fait, il est très flexible des jambes et je m'en suis rendu compte dans le combat. Donc des fois, tu mets en place des choses et l'athlétisme du gars, sa souplesse et son expérience fait que une technique en particulier, il ne faut pas s'entêter trop longtemps dessus, sinon tu peux te faire avoir. C'est-à-dire que tu ne peux pas accepter de prendre d'un mec de ce niveau-là plus de 3 ou 4 front kicks d'affilée. C'est à un moment donné, ça va vraiment te baisser la barre d'énergie. Donc il faut tourner un peu et chercher l'angle pour chercher un moyen de casser la distance, mais un peu différemment. Et au début, je me suis trop entêté sur la saisie de la jambe. Tu viens de dire justement que parfois il ne fallait pas s'entêter à forcer trop longtemps sur une technique et ça m'amène à un autre point. On a vu que tu as tenté le bras-tête pendant longtemps. J'ai envie d'avoir ton sentiment. Comment tu le sentais? Est-ce que tu sentais que tu étais proche? Parce que parfois c'est risqué aussi de perdre de l'énergie en continuant de presser. Et aussi au niveau du finish parce que la séquence de ground and pound a duré très longtemps. Bien sûr, c'est une de mes spéciales. Maintenant, tu vas prendre tes défaites et lui il a appris de sa défaite contre Tsarukyan, donc il a vraiment bien fait la technique du téléphone, on appelle ça. Si j'avais été capable de mettre la main plus bas, j'aurais réussi, je pense, à le terminer. Mais il avait bien travaillé sa défense de soumission de bras-tête pendant le camp parce qu'il avait vu que c'était une de mes spéciales et il s'est fait soumettre par Tsarukyan. C'est un mec expérimenté, têtu, fort, endurant, donc il a appris de son erreur contre Tsarukyan et sa défense était un peu meilleure. C'était pas loin, mais du coup, pareil, il a fallu ne pas s'entêter dessus et rapidement remettre la marche avant pour varier et peut-être le mélanger avec des coups jusqu'à trouver à un moment donné, avec sa fatigue, plus d'ouverture dans la garde pour vraiment mettre une série pour plus d'une vingtaine de secondes. Et il me restait encore une vingtaine de secondes pour vraiment le terminer et où j'ai commencé à sentir que la tête rebondissait sur le parquet. L'arbitre le voyait aussi et ça m'a permis de terminer le combat. Avant de revenir à la séquence de finish où tu avais la montée et que tu as infligé un ground and pound avec les coudes, justement, c'est ce que tu as réussi à imposer ta supériorité qui a permis de le pousser à l'erreur. Et c'est-à-dire qu'on a vu chez toi un jeu en chaîne où lorsqu'il essayait de fuir une position, tu allais amener peut-être une autre tentative de soumission. On a vu à un moment une tentative d'Americana. S'il essayait de fuir, peut-être que tu avais potentiellement la possibilité soit de prendre le dos, soit de tenter évidemment un bras-tête comme tu l'as tenté. Comment tu t'es senti en termes d'aisance à ce niveau-là? Non, au niveau du grappling, je suis quand même assez complet aujourd'hui. Je suis ceinture marron sous Christophe Savoca, j'ai un bon niveau technique. Donc je suis assez fier de ce que j'ai mis en place au niveau du jiu-jitsu brésilien. La séquence du finish, elle dure très longtemps. Est-ce que tu as été surpris que l'arbitre n'arrête pas aussi vite? On a vu les dégâts infligés. Dan Hooker vient de passer juste devant nous. Il a été transporté par une ambulance et il est parti en direction de l'hôpital.
Bah évidemment, on avait promis une guerre. Il y en a un des deux qui va à l'hôpital. J'ai eu un petit point ou deux, donc on vous a promis une guerre, on l'a délivrée. Donc voilà, très fier de ça. De ton côté, des bobos, la machine voilà, a été maintenue à un rythme assez intense. Tu as eu un gros taux d'activité. Comment on pense la suite? On fait petit à petit, écoute, petit à petit. Là, clairement, maintenant, la BMF et la ceinture, c'est ce que je vise. Avec les combats que j'ai donnés à l'UFC, l'activité que j'ai, je me trouve légitime dans ces discussions-là. On va voir ce que l'UFC nous propose. Dans tous les cas, je suis prêt pour une prochaine guerre prochainement. Euh, on parlait justement mardi de ce qui s'était passé dans la catégorie. La semaine passée, un combat pour la ceinture intérimaire. Qu'est-ce que tu avais pensé de ça? Parce qu'on t'a lancé là-dessus, évidemment ta catégorie. Tu nous avais dit que tu nous donnerais ton avis en temps et en heure. Dans cette catégorie, tu as dit que tu étais intéressé par ce qu'on considérait comme le gratin, Justin Gaethje, Arman Tsarukyan, Max Holloway, Charles Oliveira, mais tu as totalement mis à l'écart le nom de Paddy Pimblett. Pour moi, il n'est pas dans la discussion. C'est pas, je pense lui passer devant au classement aujourd'hui. Pour moi, il n'est pas dans la discussion dans le top 5. Pour moi, les gars que je vise, c'est Topuria, Tsarukyan, Holloway et Oliveira. Holloway et Oliveira qui ont tous les deux battu Justin Gaethje. Gaethje va sûrement affronter Ilya. Donc moi, j'aimerais affronter le gagnant de ce combat ou le gagnant de Holloway contre Oliveira. Ou pourquoi pas, si ça dure, prendre Arman et devenir le contender non discutable de la catégorie. Est-ce que tu as un ordre d'idée par rapport au temps qu'on aurait à attendre? Nicolas Hoth, en interview après la pesée cérémoniale, ton head coach, a parlé de te donner un bon mois de repos. C'est ce qu'il voulait faire. Est-ce que vous en avez déjà reparlé? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages? Oui, bien entendu. Bah là, ça va un peu bouger dans la catégorie. Donc on va voir ce que la catégorie nous réserve. Et on va rester prêt pour... on va regarder en tout cas de près le combat de la BMF. Et après, bien sûr, qu'on prendra des vacances. Ma femme l'a mérité. Je me suis aussi battu pour ma grand-mère, Michel, qui est partie au ciel il y a peu de temps. Voilà, c'est un moment qui peut être difficile, qui a été très difficile. Ça a été un camp d'entraînement pour moi qui a été émotivement parlant, qui a été dur, qui a été lourd. Voilà, ma famille a vécu un petit peu le deuil il y a un petit mois. Donc ça a été un moment difficile, une grosse activité. Ma femme a dû gérer plusieurs camps d'entraînement d'affilée. Je la remercie pour ça. J'ai une épouse incroyable qui m'accompagne. J'ai une équipe incroyable. Donc encore une fois, ce camp d'entraînement et ce combat, ça a été pour Michel, ma grand-mère, pour ma femme et l'ensemble de mon équipe et de mes supporters en France. Tout ce que tu mentionnes, ça m'amène à ce que j'avais envie d'aborder, voilà, parce que les fans connaissent Benoît, le guerrier dans la cage, mais il y a aussi l'homme en dehors de la cage. On parlait de toute cette team, que ce soit sur le côté sportif ou sur le côté extra-sportif. Est-ce qu'il y a enfin un équilibre vraiment qui a été trouvé? Est-ce que tu te sens vraiment à l'aise dans cette configuration? Aujourd'hui, je me sens bien, je me sens soutenu, je me sens bien accompagné et je me sens prêt à relever les plus gros défis de la catégorie de poids. 9 finishes, ça fait de toi le combattant avec le plus de finitions depuis 2021 à l'UFC. Est-ce que c'est quelque chose que tu cherches comme ça, peut-être quelque part à battre des records aussi? Non, c'est mon style. Voilà, j'ai 100% de finition et c'est ce qui me permet aussi de vivre du combat. Je vis pour ça. J'ai toujours vécu avec cette philosophie. Mon objectif, c'est de devenir un jour le numéro 1 pound for pound. Je combats et je vis pour ça. Tous les jours, j'essaie de devenir meilleur. Je suis bien entouré. J'ai ma famille, mes amis qui me permettent d'essayer de viser les sommets. Et je remercie tout le soutien que j'ai en France pour optimiser tout ça et essayer d'aller chercher ça. Alors c'est exactement ce que j'avais envie d'aborder pour terminer cette interview et ensuite te laisser tranquille. Le soutien des Français. Alors qu'on est super loin ici à Sydney en Australie, on a assisté à la sortie de la cage à un moment de communion avec toute ton équipe et avec beaucoup de fans. Alors peut-être qu'ils vivent ici, peut-être même qu'ils ont fait le déplacement. Est-ce que tu aurais un message pour tous ceux qui te soutiennent? Merci de votre soutien et je suis content de vous avoir donné encore une fois une bonne performance, une bonne prestation et je vous revois prochainement. Merci beaucoup Benoît.